Le tumulte de l'année 1945 n'a pas seulement vu l'effondrement d'un empire, il a révélé des abîmes d'incertitude morale. Des millions d'hommes et de femmes ont été jetés dans le chaos, mais parmi eux, un groupe a fait face à un destin particulièrement terrifiant. Les femmes allemandes capturées par les Alliés, notamment par la France. Ces femmes, souvent auxiliaires de la Wehrmacht, secrétaires des administrations nazies, ou parfois même membres d'organisations paramilitaires féminines, savaient que leur identité était irrémédiablement liée au régime vaincu. Elles s'attendaient, de par la brutalité de la guerre et les crimes commis en sol français, à une vengeance sans pitié. Imaginez l'arrivée dans les camps de transit français. La peur devait être palpable, froide, viscérale. Les récits de représailles et les mythes de la furie vengeresse des vainqueurs emplissaient leurs esprits. Elles s'attendaient aux interrogatoires brutaux, aux humiliations, voire pire. Mais la réalité a souvent déjoué cette attente sombre. Le traitement qu'elles ont reçu, bien que loin d'être un luxe, était d'une nature surprenante et paradoxale. Au lieu des gifles et des privations extrêmes, de nombreuses prisonnières se sont vues offrir, dans les premières heures de leur captivité, du thé chaud et des biscuits par leurs geôliers français. Un geste de courtoisie inouï au milieu des ruines. Comment expliquer cet écart stupéfiant entre l'attente de la torture et l'offre d'une tasse de thé? Ce paradoxe révèle non seulement la complexité de l'âme française au sortir de la guerre, mais aussi une distinction cruciale dans la gestion des prisonniers selon leur genre. Pourquoi le pays le plus humilié d'Europe occidentale a-t-il choisi d'offrir une once de dignité là où la vengeance aurait été légitime? C'est une histoire moins connue, qui met en lumière la puissance du droit international, la rareté de la main-d'œuvre féminine et, surtout, l'ambiguïté morale des vainqueurs. Si cette histoire de survie et de compassion inattendue vous fascine, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de nous dire dans les commentaires de quel pays et de quelle ville vous nous regardez. Plongeons dans les camps de 1945 pour découvrir cette réalité cachée. Au printemps et à l'été 1945, l'armée française, participant à l'occupation de l'Allemagne, a capturé et pris en charge des milliers de femmes allemandes. Ces femmes ne correspondaient pas à l'image classique du prisonnier de guerre, PGA, généralement défini par le port d'armes et le combat direct. Elles étaient un mélange complexe d'auxiliaires militaires, connus sous le nom de Blitzmädel ou jeunes filles de l'éclair, de personnel administratif civil travaillant pour des organisations nazies, de secrétaires, de personnel de santé et, dans de rares cas, de gardiennes de camps de concentration. Leur statut légal était immédiatement ambigu. Devant l'absence de précédent clair dans la Convention de Genève pour ce type de captives, les puissances alliées, y compris la France, ont dû improviser, une improvisation qui allait engendrer le paradoxe du thé et des biscuits. La peur, pour ces femmes, était le compagnon le plus constant. Elles avaient été nourries par la propagande nazie sur la bestialité des Alliés, et elles savaient que la brutalité de l'occupation allemande en France leur promettait un terrible retour de flamme. Le viol, la torture, la privation, tout était dans le champ du possible. Elles s'attendaient à ce que leurs geôliers français, dont les familles avaient souvent souffert sous la botte nazie, exercent une vengeance féroce et immédiate. Or, dans les premiers jours de leur détention, dans des lieux de transit souvent improvisés comme des casernes désaffectées ou des châteaux réquisitionnés, l'accueil était, pour un nombre significatif d'entre elles, étonnamment mesuré. L'offre d'un simple thé chaud, accompagné parfois de biscuits ou d'une ration de pain supérieure à celle des hommes captifs dans les camps voisins, a frappé les esprits et est resté gravé dans les témoignages. Ce n'était pas un signe de gentillesse, mais l'affirmation soudaine et inattendue d'une norme de décence minimale que le nazisme avait complètement éradiquée. Cette approche mesurée s'explique par plusieurs facteurs cruciaux. Premièrement, le statut d'auxiliaire ou de civil de ces femmes les excluait de la catégorie des combattants de première ligne, ce qui entraînait une distinction morale et administrative aux yeux des autorités françaises. Elles étaient aperçues comme moins directement responsables des atrocités de combat que les troupes SS. Deuxièmement, la France, en tant que puissance qui tenait à rétablir sa crédibilité démocratique après la libération, ne voulait pas se rabaisser aux méthodes barbares du régime qu'elle venait de vaincre. Le respect, même minimal, des principes de justice et de dignité faisait partie de la reconstruction morale de la nation. Troisièmement, la rareté du personnel féminin qualifié, même parmi les prisonnières,
a rapidement conduit les autorités françaises à les considérer comme une ressource potentielle plus précieuse pour l'administration et les soins de santé, nécessitant donc un traitement légèrement meilleur pour maintenir leur capacité de travail. L'offre de thé et de biscuits, aussi symbolique soit-elle, était la manifestation concrète que ces femmes n'étaient pas immédiatement destinées à la vengeance pure, mais à un processus de captivité plus structuré et, pour elles, paradoxalement plus sécurisant. La clémence relative, symbolisée par le thé et les biscuits, ne relevait pas seulement d'un sursaut d'humanité de la part de geôliers fatigués par la guerre, mais s'ancrait dans une réalité légale et morale rigide. La distinction entre l'ennemi combattant et le personnel féminin auxiliaire. La majorité de ces captives n'avaient pas porté d'armes au sens strict, et leur rôle se situait souvent en périphérie du front, dans des fonctions de communication, de logistique ou d'administration. Cette distinction était cruciale, car elle rendait leur statut de prisonnières de guerre, Kriegsgefangene, précaire. Pour éviter de les assimiler aux criminels de guerre de la SS ou aux gardiennes de camp, et pour se conformer, même lâchement, aux exigences d'une conduite civilisée, les autorités françaises ont appliqué une approche plus douce dans les premiers contacts. L'Europe, après la barbarie nazie, cherchait désespérément à se raccrocher au reste de la légalité et de la décence, même envers ses ennemis. Les femmes allemandes, souvent jeunes et non formées au combat, n'étaient pas perçues par les Français comme une menace militaire égale à celle d'une division d'infanterie capturée. L'imagerie de l'ennemi était traditionnellement masculine, et le fait de détenir des milliers de femmes créait un malaise psychologique et un vide dans le protocole. Le personnel français chargé de leur surveillance, souvent des femmes elles-mêmes, des membres du service social des forces françaises ou d'anciennes résistantes, était d'autant plus enclin à éviter les abus flagrants. Craignant le scandale et la réprobation internationale, la présence d'un encadrement féminin dans certains camps de prisonnières a agi comme un facteur modérateur, introduisant une dynamique de surveillance moins directement empreinte de la fureur des combats. Ces surveillantes, bien que porteuses de leurs propres cicatrices de guerre, pouvaient s'identifier, même de loin, à la peur et à la vulnérabilité féminine, créant une barrière morale contre la violence sexuelle ou physique que ces femmes s'attendaient si fort à subir. De plus, l'ombre du viol et des abus sexuels collectifs, tristement célèbres dans les zones occupées par l'armée rouge à l'Est, planait sur l'Europe. Les autorités françaises, soucieuses de l'image de leur armée et de leur nation en pleine reconstruction morale, ont mis en place des mesures, même imparfaites, pour isoler et protéger formellement les femmes captives des hommes, qu'ils soient gardiens ou autres prisonniers. La clémence initiale, le thé, le biscuit, était aussi un message codé de contrôle et de distinction. Ces femmes étaient désormais sous la protection. Fût-ce une protection de geôliers, de la République française, et non abandonnées au chaos de la vengeance individuelle. Pour les prisonnières, l'absence de violence immédiate et la présence de cette structure protectrice, même punitive, constituaient un choc positif monumental, un premier indice que leur survie ne serait pas aussi brutale que les pires scénarios qu'elles avaient imaginés. L'administration française, en 1945, n'avait ni le luxe ni la volonté durable de se concentrer uniquement sur les subtilités du protocole humanitaire. Le traitement relativement plus mesuré des prisonnières allemandes est rapidement passé du geste symbolique à un calcul froidement économique et pragmatique. La France, dont le tissu social et industriel était déchiqueté par la guerre, se trouvait face à un double défi. Un manque cruel de main-d'œuvre générale pour la reconstruction et une pénurie spécifique de personnel qualifié ou capable d'effectuer des tâches traditionnellement féminines dans des secteurs stratégiques. C'est ici que les prisonnières allemandes, malgré la suspicion morale qui pesait sur elles, ont trouvé une utilité inattendue, transformant leur statut de captive en celui de ressources humaines vitales. Contrairement aux hommes, massivement affectés au déminage ou aux travaux lourds dans les mines, les femmes captives ont été massivement orientées vers des secteurs moins exposés à la violence physique immédiate, mais tout aussi cruciaux. Elles ont été employées dans les hôpitaux militaires et civils français, dévastés par le manque de personnel soignant qualifié. Nombre d'entre elles, ayant servi comme auxiliaires sanitaires ou infirmières dans la Wehrmacht ou dans des organisations caritatives allemandes, possédaient une formation précieuse que la France, exsangue, ne pouvait ignorer. L'idée de se venger en les privant de soins était rapidement supplantée par la nécessité de soigner les blessés français et de maintenir l'infrastructure de santé.
Cette utilité a créé une bulle de protection pragmatique. Une infirmière allemande qui sauvait des vies françaises, même sous la contrainte, bénéficiait d'une forme d'immunité contre les pires sévices. Le service rendu transcendait, temporairement, le statut d'ennemi. En plus des hôpitaux, les prisonnières ont été utilisées dans l'industrie textile et l'agriculture légère, secteurs cruciaux pour l'habillement et l'alimentation de la population française. Elles travaillaient dans des ateliers, souvent sous la supervision de femmes françaises, ce qui, comme nous l'avons vu, atténuait la brutalité potentielle de la garde. Cette réaffectation de la vengeance à l'exploitation du travail était un choix national. Le gouvernement provisoire considérait que le travail forcé des prisonniers, hommes et femmes, était une juste réparation en nature pour les dommages de guerre, une philosophie qui légitimait leur maintien prolongé sur le territoire français. Pour les prisonnières, cette demande de travail était une porte de sortie de la peur. Recevoir du thé et des biscuits n'était pas de la pitié, mais la reconnaissance qu'elles étaient désormais considérées comme des outils de production, des rouages essentiels, ce qui, dans le chaos de 1945, était paradoxalement une forme de sécurité. L'utilité économique devenait le rempart le plus efficace contre la fureur émotionnelle et les attentes de torture qu'elles avaient légitimement nourries. Au-delà des calculs économiques et des subtilités statutaires, le traitement inattendu réservé aux prisonnières allemandes s'inscrivait dans une volonté politique et morale profonde de la France de la libération, celle de réaffirmer la supériorité éthique de la République sur la barbarie du Troisième Reich. Après 4 années d'occupation marquées par la terreur de la Gestapo, les exécutions arbitraires et l'anéantissement des droits de l'homme, le gouvernement provisoire du général de Gaulle et l'ensemble des forces de la résistance victorieuse étaient déterminés à montrer au monde, mais surtout à eux-mêmes, que la France, même blessée et affamée, restait le phare des Lumières et des principes universels. Le geste du thé et des biscuits n'était pas un simple acte de charité, mais une déclaration politique silencieuse. La démocratie ne sombre pas dans la vengeance bestiale. Elle respecte, même chez l'ennemi vaincu, un socle minimum de dignité humaine. Pour les prisonnières allemandes, souvent endoctrinées à l'idée que les Français étaient faibles, décadents ou mus par une haine primaire, ce choc entre l'attente de la torture et l'offre d'une courtoisie minimale a créé une dissonance cognitive fondamentale. Elles avaient été préparées à la haine symétrique. Elles recevaient un pragmatisme teinté de professionnalisme froid, parfois une compassion individuelle, mais surtout un respect formel du protocole, ce qui était l'exact opposé de la brutalité imprévisible de la Gestapo ou des méthodes des commandos SS. L'expérience de la captivité française devenait ainsi, pour certaines, le premier contact avec un état de droit, un système qui, même en les privant de liberté, n'était pas arbitraire. Ce processus a été d'autant plus intense que ces femmes n'étaient pas seulement des prisonnières, mais aussi les témoins de la destruction du mythe national-socialiste. Le régime qui leur avait promis la gloire et la supériorité avait échoué, laissant l'Allemagne en ruine et ses filles captives. En France, elles étaient exposées à une culture radicalement différente. Les interrogatoires, quand ils avaient lieu et n'étaient pas menés par des membres du renseignement français, visaient souvent moins à extorquer des informations militaires qu'à comprendre l'étendue de leur adhésion idéologique. Les autorités françaises s'intéressaient au programme de rééducation pour les prisonniers, y compris les femmes, considérant l'idéologie nazie comme une maladie à guérir. L'idée était de renvoyer en Allemagne de futures citoyennes rééduquées, prêtes à participer à la construction d'une Allemagne démocratique. Ce projet, ambitieux et souvent paternaliste, exigeait un traitement initial qui ne devait pas verser dans la cruauté gratuite, au risque de justifier la propagande nazie sur les intentions des Alliés. De plus, la France cherchait à se distinguer clairement du spectre de la barbarie soviétique. Les récits de viols massifs et de violences subies par les femmes allemandes dans la zone Est étaient bien connus, même à l'Ouest. En assurant un minimum de dignité et de sécurité physique à ses captives, la France se positionnait clairement dans le camp occidental des nations respectueuses du droit, même dans la victoire. Le thé et les biscuits étaient, à cet égard, un message à Washington et à Londres autant qu'aux prisonnières. La France était un partenaire fiable, moralement irréprochable dans la gestion de ses prisonniers. Ce geste, ancré dans l'orgueil national et l'ambition morale, a donc servi de catalyseur pour le choc psychologique positif chez les captives, éteignant la flamme de la peur primaire et ouvrant une fenêtre,
même étroite, sur la possibilité d'une rédemption personnelle dans un monde désormais régi par d'autres valeurs que celles de la force brutale. L'une des plus grandes angoisses des prisonnières allemandes à leur capture, nourrie par les rumeurs et les réalités des autres fronts, était la menace imminente de la violence sexuelle. Les récits de viols massifs perpétrés par l'armée rouge à l'Est avaient créé une psychose collective chez les femmes allemandes. L'attente de la torture était souvent intrinsèquement liée à la peur d'être déshumanisée et violentée par l'ennemi. C'est ici que la France a déployé un effort notable, quoique parfois imparfait, pour maintenir une barrière formelle contre ce type d'abus, une démarche qui a grandement contribué à apaiser l'horreur initiale et à ancrer la mémoire du thé et des biscuits plutôt que celle du cauchemar. Les autorités françaises ont rapidement mis en place des camps de détention exclusivement féminins, ou, du moins, des sections strictement séparées des hommes captifs et des gardiens masculins. Cette ségrégation visait non seulement à prévenir les viols, mais aussi à éviter toute accusation de mauvaise conduite qui aurait pu entacher la réputation internationale de la France en pleine reconstruction. La présence d'un personnel de garde féminin dans certains de ces camps, même s'il était composé d'anciennes résistantes aux cœurs endurcis, a permis d'établir un climat de surveillance plus axé sur la discipline et le travail que sur l'humiliation personnelle et physique. Leurs relations n'étaient pas amicales, mais elles étaient, la plupart du temps, professionnelles et transactionnelles, évitant le débordement de la haine primaire. Cette retenue française, d'une importance capitale dans les témoignages des survivantes, était un atout puissant pour les prisonnières. Le sentiment d'être sous la protection, même armée et sévère, d'une autorité qui respectait une ligne rouge éthique, celle de l'intégrité physique et sexuelle, contrastait violemment avec ce qu'elles attendaient de l'ennemi. Le thé et les biscuits, au début de la captivité, représentaient la première preuve que cette ligne rouge serait respectée. C'était un signe tangible que les règles de l'état de droit, même tordues par la nécessité du travail forcé, prévalaient sur le chaos de la vengeance. Pour ces femmes, la captivité française est devenue, ironiquement, une zone de sécurité relative face au destin bien plus terrifiant de leurs consoeurs dans d'autres zones d'occupation. Le choix français de privilégier la dignité de la captivité sur la fureur des représailles fut ainsi une décision stratégique qui, loin de tout sentimentalisme, a servi à protéger l'honneur de l'armée française tout en facilitant l'exploitation efficace de la main-d'œuvre féminine. La rencontre entre les prisonnières allemandes et la France de 1945 fut une collision entre deux réalités brisées, et c'est dans la dureté du pragmatisme social que la vengeance attendue s'est émoussée. La France qui accueillait ses captives n'était pas une nation riche et triomphante, mais un pays en lambeaux, où la survie quotidienne était une lutte acharnée contre la pénurie. Pénurie de nourriture, pénurie de matériaux, mais surtout pénurie de bras pour reconstruire. Cette réalité matérielle, souvent oubliée derrière le récit héroïque de la libération, est essentielle pour comprendre le paradoxe du thé et des biscuits. Le temps de la vengeance émotionnelle s'est vu supplanté par le temps du travail acharné. L'une des principales raisons pour lesquelles les prisonnières n'ont pas fait face à la torture généralisée réside dans la prise de conscience rapide par les autorités françaises de leur valeur non négligeable sur le marché du travail post-guerre. Contrairement aux hommes, massivement utilisés dans le déminage mortel ou les mines de charbon, les femmes étaient indispensables pour des tâches de logistique sociale. Blanchisserie, nettoyage des hôpitaux, cuisine pour les camps eux-mêmes et travail dans des usines légères. La France, ayant mobilisé ses propres femmes dans l'effort de guerre ou les ayant perdues, avait un déficit criant de main-d'œuvre féminine pour soutenir le retour à la normalité. L'exploitation des prisonnières devenait donc une nécessité impérieuse pour alléger la charge des femmes françaises épuisées. Ce rôle utilitaire leur a conféré une forme de protection fonctionnelle. On ne maltraite pas un outil de travail indispensable. Les récits des prisonnières confirment souvent cette réalité. L'accueil initial, même s'il était accompagné de thé, était immédiatement suivi par la mise au travail forcé. Le contraste n'était pas entre la clémence et la cruauté, mais entre la cruauté des attentes et la rigueur du labeur. Elles s'attendaient à être déshumanisées par la violence. Elles l'ont été par la servitude économique. Cette servitude, cependant, venait avec un avantage inattendu: la stabilité. Les travailleuses allemandes, bien que sous-alimentées selon les standards d'avant-guerre, recevaient une ration plus ou moins régulière, un lit et une routine. Cette structure, même dure,
était infiniment préférable à l'anarchie totale et à la famine qui régnait dans de nombreuses régions d'Allemagne en 1945-1946. Les camps français, devenus des unités de production, offraient une zone de survie organisée que leur propre patrie ne pouvait plus leur garantir. Le choc culturel était également frappant. Ces femmes, éduquées sous le prisme d'une idéologie de supériorité raciale et militaire, se retrouvaient sous la garde d'un peuple qu'elles avaient appris à mépriser. Voir la dignité et l'effort des Français dans la reconstruction, même au milieu de la pauvreté, a ébranlé les fondements de leur endoctrinement. Les gardiennes et les employeuses civiles françaises, souvent d'anciennes victimes, ont géré la situation avec un mélange de ressentiment et de pragmatisme. Elles attendaient un travail méticuleux et rapide, pas des larmes ou des excuses. Cette transactionnalité froide a créé une distance de sécurité. L'allemande était utile, et tant qu'elle l'était, elle n'était pas une cible facile pour la violence gratuite. Le thé et les biscuits ont donc inauguré une ère de captivité non pas de pardon, mais d'exploitation humaine disciplinée, un sort que les prisonnières ont fini par accepter, et même, dans une certaine mesure, à privilégier, par peur du destin bien plus sombre qui les attendait ailleurs. La détention prolongée des prisonnières de guerre allemandes en France s'est rapidement transformée en un laboratoire forcé de gestion de la culpabilité collective et de rééducation idéologique. Après l'onde de choc de la découverte des atrocités nazies, les autorités françaises comprirent qu'une simple vengeance physique ne suffirait pas à garantir une paix durable. L'objectif, particulièrement envers les femmes considérées comme ayant été moins des combattantes que des agents logistiques et idéologiques du Reich, devint de les préparer à devenir des citoyennes démocratiques de la future Allemagne occidentale. Le contraste entre les attentes de torture et la réalité de la rééducation soulignait ce glissement du désir de punition vers la volonté de transformation politique. Dans certains camps de prisonnières, notamment ceux gérés par des organisations sociales ou religieuses françaises, des programmes éducatifs ont été mis en place, souvent avec l'aide d'intellectuels allemands anti-nazis exilés ou de prisonniers masculins jugés fiables. Ces programmes visaient à déconstruire méthodiquement l'endoctrinement nazi. Les cours portaient sur l'histoire de la France, les principes de la démocratie, l'histoire des syndicats et, de manière plus délicate, l'histoire récente du nazisme, présentée sous un angle critique. Pour les prisonnières, ces classes étaient souvent obligatoires, mais elles représentaient aussi une fenêtre sur un monde d'idées interdits et, plus important encore, une preuve tangible qu'elles étaient considérées comme réformables et non comme des bêtes à abattre. L'acte de leur offrir du thé et des biscuits à l'arrivée était la préface à cette tentative d'intégration morale. La France était prête à se battre pour leur esprit, pas seulement pour leur corps. Le facteur temps joua ici un rôle essentiel. Plus les femmes restaient en captivité, plus elles étaient exposées à la culture française et à ses valeurs. L'apprentissage de la langue, les interactions avec le personnel civil et le travail quotidien ont créé une acculturation involontaire. Les gardiens et les superviseurs français, dans un mélange de condescendance et de sincérité, essayaient parfois de leur faire comprendre les principes de la vie en République. Cette exposition prolongée a permis à beaucoup de ces femmes, souvent très jeunes et n'ayant connu que l'embrigadement totalitaire, de forger une nouvelle identité post-nazie basée sur le travail, l'ordre et le respect de la légalité, des valeurs qu'elles percevaient comme un gage de stabilité et de sécurité. Le certificat de bonne conduite et l'attestation de travail délivrée par les autorités françaises à la fin de leur captivité sont devenus des documents précieux pour leur réinsertion en Allemagne, agissant comme des passeports de moralité dans le chaos de la dénazification. Cependant, cette clémence ne doit pas être idéalisée. Elle s'accompagnait d'une supervision stricte et d'une exploitation économique que la France justifiait par les réparations dues. La dimension humaine du paradoxe réside dans le fait que les prisonnières, conscientes de la brutalité potentielle de la vengeance, ont souvent collaboré activement à ces programmes et à ce travail, voyant dans cette obéissance le meilleur moyen d'assurer leur survie et d'éviter les transferts vers des camps plus rigoureux, ou, pire encore, vers la zone soviétique. Leur attente de la torture, démentie par la réalité des cours et du travail forcé, a donc été remplacée par une forme de négociation tacite de leur sort, où l'effort et la soumission idéologique étaient échangés contre la sécurité physique et la promesse d'un retour dans une Allemagne de l'Ouest démocratique. Le thé et les biscuits furent le premier signe de cet étrange contrat social de l'après-guerre.
La présence des femmes allemandes, captives, a introduit une dimension de genre qui a complexifié et, paradoxalement, humanisé la perception de l'ennemi par la société française. Pour le soldat ou le civil français moyen, l'ennemi allemand était, par définition, le soldat, l'occupant, l'homme de la Wehrmacht ou de la SS. Voir des milliers de jeunes femmes, des Blitzmädel ou de simples secrétaires, derrière des barbelés a créé une cognitive dissonance puissante. Ces femmes, en tant que mères potentielles, sœurs ou filles, ne correspondaient pas à l'archétype du bourreau, rendant plus difficile l'application d'une vengeance froide et impersonnelle. Le geste du thé et des biscuits trouve aussi sa racine dans cette confusion des rôles. La violence attendue pour un soldat ne pouvait pas être appliquée de la même manière, du moins initialement, à une femme. Cette distinction n'était pas un signe de faiblesse, mais la reconnaissance implicite du poids des normes sociales et culturelles. La société française, en dépit des horreurs subies, conservait un certain code de conduite envers les femmes, même ennemies. L'idée de soumettre des femmes à une torture physique généralisée ou à une privation extrême contredisait le récit national de la France comme patrie des droits de l'homme, une image qu'elle s'efforçait désespérément de reconstruire. Les femmes allemandes sont devenues, malgré elles, des objets de projection morale pour la France. En les traitant avec une once de dignité, la France se prouvait à elle-même qu'elle n'avait pas sombré dans la barbarie nazie. Les témoignages de la captivité révèlent que les interactions les plus significatives se déroulaient souvent loin des grands centres, dans les fermes et les petits ateliers où les prisonnières travaillaient. Là, le contact avec les femmes et les enfants français a créé des micro-relations complexes. Les prisonnières aidaient à la cuisine, à la lessive, aux soins des enfants. Ces tâches, profondément domestiques, ont désidéologisé l'ennemi. L'Allemande captive était soudainement perçue à travers le prisme de son utilité domestique et de sa féminité, des rôles qui transcendaient l'uniforme. Les mères françaises, dont les fils ou les maris étaient peut-être encore prisonniers ou morts, ressentèrent parfois une empathie complexe pour ces jeunes femmes loin de chez elles, une forme de sororité involontaire face à la misère de l'après-guerre. Ces échanges, souvent non-verbaux, ont été une source de guérison mutuelle et de confusion pour les prisonnières. L'attente de la bête sauvage s'est heurtée à l'image d'une paysanne française fatiguée, mais digne, qui exigeait un travail acharné mais qui, parfois, partageait un peu de soupe supplémentaire. La peur ne disparaissait pas, mais elle était tempérée par la reconnaissance quotidienne d'une humanité commune, même dans le cadre de la servitude. Pour ces femmes, la sécurité relative offerte par les camps français, sécurité contre la violence sexuelle généralisée et contre le chaos de leur propre pays, a transformé le lieu de leur détention en un sanctuaire paradoxal. Le thé et les biscuits, au début, étaient le premier indice de cette réalité inattendue. Que la France vaincue ne cherchait pas l'anéantissement, mais la gestion ordonnée et utilitaire de ses ennemis, y compris les femmes. L'attente de la torture, remplacée par la routine du travail forcé et l'offre occasionnelle de thé et de biscuits, s'est finalement muée en une autre forme d'angoisse, la peur de la libération et du rapatriement. Le paradoxe qui a marqué leur arrivée en 1945 s'est inversé au moment de leur départ. Souvent en 1947 ou 1948, si la captivité française avait été perçue comme un bouclier contre le chaos et la faim, le retour en Allemagne, même dans les zones occidentales, représentait le saut dans l'incertitude économique et l'exposition au jugement social. La bureaucratie française, jadis redoutée pour sa lenteur, est devenue pour beaucoup une sorte de tampon protecteur que l'on espérait voir durer le plus longtemps possible. Les prisonnières allemandes savaient que la France était loin d'être un paradis, mais elles quittaient un pays où leur statut, quoique bas, était défini et organisé. Elles avaient une tâche, une paillasse, et la connaissance certaine qu'elles ne seraient pas livrées à la faim ou à la vengeance soviétique. Le retour signifiait le retour à la Stunde nulle, l'heure zéro, où la compétition pour la nourriture, le logement et la légitimité morale étaient féroces. Pour celles qui avaient perdu leur foyer dans les bombardements ou dont la famille se trouvait dans la zone désormais soviétique, la France était, ironiquement, devenue leur seul point d'ancrage occidental et stable. La réalité administrative du rapatriement a renforcé ce sentiment. Les femmes, comme les hommes, devaient passer par un processus de vérification et de nettoyage politique. Celles qui avaient servi dans des fonctions trop proches du cœur du régime nazi, comme les gardiennes de camp ou les membres du Bund Deutscher Mädel fanatisés, subissaient un interrogatoire rigoureux et pouvaient être retenues plus longtemps
ou livrées à la justice pour crime. Mais pour la grande majorité, l'accent était mis sur leur capacité à se réintégrer dans une société démocratique. Le fait d'avoir travaillé sans résistance et d'avoir participé aux efforts de rééducation français était un atout majeur. Ainsi, les certificats délivrés par les autorités françaises, attestant du bon comportement et de la contribution au travail de reconstruction, sont devenus des documents d'une valeur inestimable, agissant comme des certificats d'absolution morale qui facilitaient leur passage au travers du filtre de la dénazification allemande. Au moment du départ des camps, les scènes observées n'étaient pas toujours celles d'une joie débordante. Elles étaient souvent empreintes d'une mélancolie résignée et d'une anxiété palpable. Certaines prisonnières ont fondu en larmes, non pas par amour pour leur geôlier, mais par la peur de quitter la bulle de sécurité construite par le pragmatisme français. Le souvenir du thé et des biscuits du premier jour résonnait alors comme la première indication de cette vérité paradoxale, que la France, patrie de la vengeance attendue, s'était révélée être par nécessité économique et ambition morale, la gardienne de leur survie ordonnée. La mémoire de la torture redoutée s'est effacée devant la dureté du travail accompli, laissant derrière elle une trace indélébile de cette étrange rencontre entre l'ennemi vaincu et le peuple vainqueur. Nous bouclons la boucle de cette histoire fascinante, revenant au paradoxe initial qui a défini la captivité des femmes allemandes en France après 1945. Elles s'attendaient à la fureur, à l'application d'une vengeance symétrique aux atrocités nazies, à la torture physique ou sexuelle, et pourtant, elles ont souvent reçu du thé et des biscuits, le symbole d'une civilité inattendue. Cette réalité n'était ni un acte de pardon spontané, ni une marque d'amitié, mais l'intersection complexe de trois forces irrépressibles, la supériorité morale de la légalité, le pragmatisme économique de la France en ruine, et la force modératrice du genre dans le regard du vainqueur. Le mythe de la torture attendue s'est heurté à la volonté farouche de la France de ne pas s'abaisser à la barbarie qu'elle venait de vaincre. En assurant une surveillance structurée, en maintenant des séparations claires entre les sexes, et en s'appuyant sur des procédures administratives, la France a affirmé sa place dans le camp occidental des nations de droit. Le thé et les biscuits étaient le premier indice de cette règle. La France allait exiger une réparation par le travail, une servitude prolongée, mais elle le ferait dans les limites d'une dignité minimale. La femme allemande, en tant qu'auxiliaire et non combattante principale, est devenue l'instrument de cette démonstration morale. Le plus grand enseignement de cette histoire réside dans la transformation de la peur en utilité. Ces femmes ont été utilisées comme main-d'œuvre indispensable dans les hôpitaux, les usines légères et l'agriculture, des secteurs vitaux pour la reconstruction. Cette utilité économique a été leur plus grande protection. La nécessité française de faire tourner la machine nationale a prévalu sur la soif de vengeance, transformant les captives en ressources essentielles. Elles avaient plus de valeur en tant que travailleuses saines qu'en tant que victimes de la fureur. C'est dans cette transactionnalité froide et forcée que réside la clé de leur survie relativement moins brutale que celle de leurs homologues dans d'autres zones d'occupation. Aujourd'hui, le récit du thé et des biscuits n'est pas seulement une anecdote de l'après-guerre, c'est une métaphore puissante, celle de la résilience humaine face à l'idéologie. Il rappelle que même après le carnage, les sociétés cherchent instinctivement à se raccrocher à des formes d'ordre et de loi. Les prisonnières allemandes sont parties avec le souvenir de la dureté du travail, mais aussi avec la preuve que la France, patrie de l'ennemi le plus lésé, était aussi le lieu où elles avaient retrouvé une once de leur humanité, où elles avaient été préparées, même contre leur gré, à la démocratie. Le souvenir de ce geste simple, cette tasse de thé offerte au milieu des ruines, demeure une cicatrice ambivalente de l'histoire, mais aussi un témoignage de la possibilité inattendue de retrouver une dignité, même sous la garde du vainqueur.